de pathologies infectieuses. Ce sont des pathologies induites par des infections bucco-dentaires traînantes. Elles envahissent secondairement le tissu celluleux et à un stade plus avancé l'os alvéolaire, voire l'os basal. Ce sont essentiellement les cellulites, mais une cellulite maltraitée va évoluer inéluctablement vers une ostéite. Elles peuvent évoluer selon le mode diffus, mettant en jeu le pronostic vital parce qu'elles évoluent dans des zones qu'on appelle nobles. Mais une cellulite circonscrite, mal traitée ou mal prise en charge, ou non traitée du tout, va diffuser secondairement et entraîner le même tableau clinique qu'une cellulite diffuse d'emblée. Les ostéites, par opposition aux cellulites, sont en général des pathologies qui ne mettent pas en jeu le pronostic vital, mais elles provoquent des destructions osseuses très importantes, entraînant un préjudice esthétique à long terme, même après prise en charge thérapeutique. Commence d'abord par l'identification de la maladie. C'est ce qu'on appelle l'établissement d'un diagnostic différentiel, ensuite, dans un deuxième temps, positif. Ce n'est que lorsque la pathologie est reconnue comme telle que nous pouvons justement mettre en route ces traitements. Mais tout traitement administré, notamment lorsque nous traitons par des médicaments, doit être évalué pour voir si le traitement que nous avons administré a été efficace ou pas, s'il y a eu des résistances et surtout si le malade a observé le traitement. Ça veut dire si le malade a pris correctement le traitement en durée et en posologie. Voici un cas clinique de cellulite séreuse, bien limitée, et voici une cellulite circonscrite, bien limitée, mais supérée. Donc il y a une collection de pus qui est en général due à une évolution de cette pathologie. Les cellulites peuvent évoluer aussi sur le mode chronique, avec parfois le passage à la phase aiguë, réchauffement et formation de collection. Voici un autre cas de cellulite chronique mais au maxillaire supérieur. Notez l'induration de la région nasogénienne, mais aussi l'empattement de la paupière inférieure qui est un signe de gravité. Voici une cellulite diffuse et voici une cellulite en voie de diffusion. Donc on parle de cellulite diffusée dans ce cas et des diffuses d'emblée dans ce deuxième cas de figure. Le diagnostic de ces pathologies reste facile puisque très souvent, nous n'avons besoin que de faire un simple examen clinique. Nous retrouvons donc les signes cardinaux de l'inflammation, la limitation d'ouverture buccale quelquefois lorsqu'il s'agit d'une dent mandibulaire qui est responsable de cette infection. Mais parfois, en raison justement de cette limitation de l'ouverture buccale, il est impossible d'identifier la dent causale. Le recours à un examen radiologique standard nous permet de retrouver non seulement la dent causale, mais aussi d'autres foyers. Il s'agit donc d'un patient qui présente des polycaries. Mais toujours dans le domaine de la radiographie, l'évolution des techniques actuelles nous permet de localiser les collections de pus à distance, notamment dans les formes graves. On a recours donc à une tomodensitométrie, notamment de la région thoracique et abdominale. Le traitement est d'abord symptomatique, ensuite étiologique, surtout étiologique. Le traitement symptomatique est médical. Nous prescrivons des antibiotiques, des antalgiques, et nous allons voir après qu'en est-il pour les anti-inflammatoires. Nous avons recours très souvent à un traitement chirurgical pour drainer justement les collections purulentes, parce qu'on sait qu'aucun traitement antibiotique, quel que soit son spectre, quelle que soit sa durée et quel que soit son mode d'administration, ne saurait guérir une collection histologiquement organisée. Le traitement étiologique peut être conservateur selon la nature du foyer. Il peut être radical, c'est-à-dire le recours à l'extraction dentaire lorsque le pronostic vital est mis en jeu ou lorsque la nature du foyer bucco-dentaire ne permet pas de recourir à une thérapeutique conservatrice. Donc nous allons voir le traitement médical. Mais avant de répondre à la question de la problématique, nous allons voir ensemble la microbiologie. Je ne vais rien vous apprendre puisqu'on sait tous que en matière de microbiologie des infections bucco-dentaires, notamment des cellulites, on retrouve les anaérobies, les aérobies et les anaérobies. Dans les aérobies, on retrouve surtout les streptocoques qui sont identifiés dans la majeure partie des cas.
Nous retrouvons aussi des anaérobies, mais très souvent, il y a une association d'aérobie et d'anaérobie. On parle alors d'un polymicrobisme. Il y a donc une association de deux, voire plusieurs germes qui entraînent cette infection. Et on sait aussi que lorsqu'on prescrit une antibiothérapie, il y a un malade qui arrive en cabinet dentaire et il présente une cellulite, vous n'allez pas lui demander un antibiogramme pour le revoir 2 jours après pour lui prescrire un antibiotique. On commence par une prescription. Mais finalement, quelles sont les données que nous avons pour prescrire ou pour choisir un antibiotique? Ce ne sont que des données épidémiologiques parce que les études ont montré justement l'efficacité de tel ou tel produit dans telle ou telle forme de cellulite. Donc nous avons recours à ce qu'on appelle une prescription d'une antibiothérapie aveugle, qu'on appelle aussi de première intention, puisqu'on n'a pas de support bactériologique qui va guider cette prescription, mais elle est à visée antistreptococcique. C'est logique, puisque nous venons de voir que la majorité des cellulites sont provoquées par des streptocoques. Elle est aussi à diriger anti-anaérobique parce qu'il y a une association d'anaérobique. On prescrit en première intention de l'amoxicilline, de la spéramycine associée à du metronidazole. Mais il faut respecter la dose et la durée du traitement. Les doses doivent être réparties équitablement pendant la journée pour assurer justement une antibiémie constante. Nous avons recours parfois à des associations synergiques dans les cas à évolution rapide et lorsque nous suspectons surtout un polymicrobisme tel que l'amoxicilline flagile. Mais il faut proscrire de nos prescriptions l'oxacilline parce que c'est un produit surtout antistaphylococcique, la pénicilline V et la pénicilline G. Mais tout traitement doit être évalué, donc il faut revoir le malade 48 à 72 heures après pour juger sur le plan clinique toujours, puisqu'on n'a pas encore de support bactériologique, si les antibiotiques que nous avons prescrits ont permis une amélioration ou pas. Alors l'évolution peut être favorable, il suffit alors de faire le traitement étiologique, mais comme elle peut être défavorable, ça veut dire quoi sur le plan microbiologique? Ça veut dire que les antibiotiques que nous avons prescrits n'ont pas été capables de détruire les germes en cause. Alors, il faut dans ce cas-là soit changer de famille d'antibiotiques ou alors recourir à ce qu'on appelle une identification du germe et un établissement d'antibiogramme. Donc nous allons avoir un listing qui nous sera adressé par le laboratoire qui va nous permettre de choisir l'antibiotique à prescrire selon le germe identifié. C'est ce qu'on appelle, alors l'antibiothérapie prescrite en première intention, elle est dite aveugle, va devenir ce qu'on appelle une antibiothérapie guidée, elle est guidée par un antibiogramme, ou qu'on appelle aussi antibiothérapie de deuxième intention. Alors qu'en est-il des anti-inflammatoires, de la prescription des anti-inflammatoires en pathologie infectieuse? Il est vrai, et on le fait jusqu'à présent, que la prescription des corticoïdes, des AIS, est indiquée, mais seulement dans les formes de cellulite à évolution rapide, et c'est lorsque ces cellulites entraînent un œdème très important qui risque de provoquer un problème mécanique par obstruction des voies aériennes, donc asphyxie. Mais ces produits sont de manipulation difficile, donc il faut les prescrire, les administrer en voie au milieu hospitalier, ce qui nous permet aussi d'assurer un contrôle de réanimation de ces malades puisque nous les avons, nous les hospitalisons dans le service. Nous prescrivons des antalgiques, mais nous ne devons à l'heure actuelle pas prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour les pathologies infectieuses, puisque cette prescription est contestée par plusieurs sociétés savantes. Les dernières, ce sont les recommandations de la Société francophone de médecine buccale, de chirurgie buccale de 2008, puisque ces produits sont rendus responsables de la diffusion de l'infection. Donc une cellulite circonscrite traitée par les ANS va devenir une cellulite diffuse parce qu'elle va justement diffuser dans les tissus mous. Ce qui entraîne donc non seulement un échec thérapeutique, mais des complications graves pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Alors j'ai essayé de schématiser pour voir un peu ce qui se passe sur le plan anatomopathologique lorsque vous avez un patient qui arrive et qu'il a une cellulite circonscrite. Voici ici, ce sont les fibroblastes tout autour. Et ici, c'est le site de l'infection. Nous pouvons retrouver, par exemple, des macrophages détruits, des germes détruits, des polynucléaires.
Tout ça est entouré parce que l'inflammation est encore circonscrite. Donc il y a une coque fibreuse entourée par des fibres de collagène. Alors lorsqu'on prescrit des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'est-ce qui va se produire? Nous allons indirectement détruire cette coque fibreuse et donc provoquer une diffusion de cette inflammation qui était initialement circonscrite. Alors, sur le plan clinique, une cellulite qui est circonscrite va se transformer en cellulite en voie de diffusion et secondairement en cellulite diffuse. À cette action, donc à cette destruction de la barrière de circonscription de l'infection, on sait tous que si on regarde un peu le mécanisme d'action des anti-inflammatoires non stéroïdiens sur le plan histologique, sur le plan plutôt réaction de la réaction immunitaire, on sait que les ANS diminuent sensiblement la phase macrophagique, c'est-à-dire la phase où les macrophages vont s'attaquer aux germes pour les détruire. Il y a une inhibition de contact, ce qui veut dire aussi que les anti-inflammatoires sont à ne plus prescrire en pathologie infectieuse, notamment dans les cellulites d'origine dentaire, puisque nous avons vu quels sont les dangers auxquels ils peuvent exposer. D'ailleurs, les données de la littérature confortent un peu les observations qu'on observe depuis longtemps sur le plan clinique, puisque nous sommes des cliniciens. Et il y a eu des études, par exemple celle réalisée en France, qui a colligé 282 cas de cellulite d'origine dentaire. Cette étude a été conduite par Schaeffer et ses collaborateurs. Sur 10 ans, il y a eu 14 cas de cellulite diffusée, donc qui étaient initialement circonscrites, mais qui ont diffusé secondairement, et 9, c'est-à-dire 64%, parmi le nombre total de cellulites, étaient en rapport avec une prescription ou d'automédication par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. 4 malades sur 9 sont décédés des suites de l'évolution de cette cellulite. Presque les mêmes résultats sont rapportés dans la deuxième étude, réalisée en Côte d'Ivoire. Cette étude a colligé 46 cas de cellulite diffuse d'origine dentaire en 9 ans. 24 cas étaient en rapport avec une prescription, une prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. 7 malades sur 24 sont décédés. La même étude, toujours en Côte d'Ivoire, 404 cas de cellulite diffuse grave d'origine dentaire en 11 ans. 71,5% en rapport avec une prise d'ANS, 12 cas sur 291 ont évolué fatalement vers le décès. Alors finalement, on va répondre à la question, elle est où la problématique sur ces ordonnances? Alors d'une part, regardez, on retrouve de la gentamicine et on retrouve du Bristopen. Et on sait que ces antibiotiques ne sont pas des antibiotiques à prescrire en première intention en matière de cellulite d'origine bucco-dentaire. D'autre part, il y a eu des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Non seulement l'antibiothérapie n'était pas adaptée, mais il y a eu un autre produit, c'est-à-dire l'ANS, qui a diminué les résistances immunitaires de l'organisme et qui a fait que les cellulites ont diffusé secondairement. Alors aussi, il y a un problème de néphrotoxicité puisqu'on sait que la gentamicine prescrite seule est très néphrotoxique. Alors, en plus du traitement médical, il y a le traitement chirurgical que d'ailleurs peut pratiquer aussi l'omnipraticien dans son cabinet devant les collections purulentes. Il suffit donc d'évacuer cette collection puisqu'on sait qu'aucun antibiotique ne saurait la guérir. Après une désinfection du site opératoire, on pratique soit une anesthésie de surface ou une infiltration, mais toujours en surface. On incise pour évacuer cette collection. On débride les berges. On fait un lavage à l'aide d'une solution antibiotique. C'est en général du sérum rifociné. On met en place un drain pour compléter le drainage. On le maintient à l'aide d'un point de suture. Et on met un pansement absorbé qui va absorber les sérosités éventuelles. Mais voici aussi ce qu'on fait comme traitement chirurgical dans certains cas de cellulite diffuse, notamment médiastinale. On fait une cervicotomie pour évacuer les collections cervicales, mais on fait parfois, très souvent, un drainage par voie thoracique, bien sûr en milieu hospitalier.
Alors, ce drainage va permettre en plus de diminuer ou d'éliminer les anaérobies, donc les collections non pas purulentes, mais aussi gazeuses. Mais le traitement étiologique doit prendre toute son importance, puisqu'on sait que dans la majorité des cas des échecs de traitement de cellulite, on a retrouvé l'absence de traitement étiologique. Mais avant de traiter l'étiologie, il faut l'identifier, donc il faut passer par une recherche étiologique. Ce n'est que lorsque la cause est correctement identifiée que nous pouvons l'éliminer. Très souvent, le simple examen clinique nous permet de retrouver la cause, mais parfois on a recours à un examen radiologique pour identifier avec exactitude la dent causale. Lorsque ce traitement n'est pas fait à temps, il provoque un échec thérapeutique. Par contre, lorsqu'il est fait à temps, il va permettre de lever les conditions de l'anaérobiose, parce que le fait de faire l'extraction, on va inéluctablement apporter de l'oxygène au niveau de ce site. Et on sait qu'il y a beaucoup de germes qu'on appelle les anaérobies qui vivent en absence de l'oxygène. Le fait donc d'apporter de l'oxygène va diminuer sensiblement leur charge au niveau du site. Alors aussi, on sait que lorsqu'on fait une extraction dentaire, on provoque une hypervascularisation parce qu'il y a le début de la formation ou de la mise en route des processus de cicatrisation. Qui dit vascularisation, hypervascularisation, va dire donc une arrivée en concentration efficace d'antibiotiques au niveau de ce site. Ceci va augmenter donc l'efficacité de nos prescriptions médicamenteuses. Le traitement étiologique peut être conservateur. On peut faire un traitement endodontique en collaboration avec le service d'OC lorsqu'il s'agit d'une dent antérieure. On peut faire aussi un traitement conservateur mais chirurgical lorsque, par exemple, on découvre une réaction apicale sur une dent porteuse d'une prothèse. On fait une résection apicale, donc on fait une incision, des brides, on élimine toutes ces deux granulations et on fait une apicectomie pour sectionner l'apex. Le traitement est radical dans certains cas aussi. On a recours à l'extraction dentaire lorsque le foyer est très évolué ou lorsqu'il s'agit d'un patient qui n'est pas motivé pour son hygiène bucco-dentaire, chez qui on retrouve plusieurs racines. Donc on procède à leur élimination. Alors la question qui se pose, quand doit-on faire le traitement étiologique? Alors la réponse peut être 8 à 10 jours après l'antibiothérapie, jamais. Eh bien, tout simplement parce que parmi les malades que nous avons colligés, nous avons essayé de voir ce qui s'est passé, pourquoi cette cellulite a récidivé, pourquoi cette cellulite a diffusé. Eh bien, tout simplement parce que le traitement étiologique, soit qu'il n'a pas été fait, ou soit qu'il a été retardé 10 jours après. Cette façon de faire va retarder donc la guérison de la cellulite, va provoquer la diffusion, va la faire passer au stade de la chronicité, mais elle peut provoquer dans certains cas une ostéite. Il faut donc faire le traitement étiologique le plus rapidement possible, le lendemain, après la prescription de l'antibiothérapie, mais on peut être gêné dans certains cas, notamment dans les cellulites mandibulaires, par la limitation de l'ouverture buccale. Alors on se pose la question, comment faire pour faire l'extraction lorsque le malade présente une limitation d'ouverture buccale très serrée? Eh bien, la limitation d'ouverture buccale, on peut la lever facilement à l'aide d'une mécanothérapie active. On peut utiliser des abaisse longues, soit unitaires, soit superposées. C'est vrai que ça fait mal, mais ça nous rend service parce que ça nous permet de garantir au moins l'efficacité de l'antibiothérapie en recourant à un traitement étiologique précoce. La deuxième situation clinique entravante qui peut se produire, c'est l'échec anesthésique. On sait que les produits anesthésiques ne sont pas efficaces en territoire infecté. Eh bien, pour contourner cette difficulté, on peut recourir à des techniques d'anesthésie régionale, loco-régionale, ou à des techniques d'anesthésie intraligamentaire. Les ostéites. Un deuxième chapitre des pathologies infectieuses que nous pouvons rencontrer, heureusement, elles sont moins fréquentes que les cellulites, et cela en rapport avec les progrès atteints dans le domaine de l'antibiothérapie. Elles peuvent évoluer, elles peuvent être locales, mais il s'agit très souvent des alvéolites que nous rencontrons après les extractions dentaires, donc qui surviennent 2 jours, voire le lendemain après une extraction dentaire, faite dans de mauvaises conditions. Mais une alvéolite, qui veut dire donc une infection des parois alvéolaires de l'alvéole,
lorsqu'elle n'est pas traitée ou lorsqu'elle est maltraitée, peut évoluer vers une ostéite centrale, donc par l'atteinte de la trame médulaire de l'os. Le traitement est local, mais lorsqu'elles sont centrales, elles peuvent provoquer des destructions osseuses très importantes. Ce type d'ostéite n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les ostéites par voie hématogène. Ce sont donc des ostéites qui sont dues à la greffe d'un germe qui a pénétré dans l'organisme à travers une plaie qu'il faudra rechercher à l'examen clinique. Donc il faut rechercher la porte d'entrée, il faut faire une hémoculture pour identifier le germe et recourir à un traitement spécifique. Très souvent, elles compliquent les extractions, elles se manifestent par des douleurs intenses et elles sont plus fréquentes au maxillaire inférieur parce que le maxillaire inférieur est moins vascularisé que la mandibule et on sait que tout tissu qui est moins vascularisé se défend mal, très mal contre l'infection. Il s'agit donc de causes locales que nous pouvons aussi rencontrer, comme par exemple les fractures alvéolaires. Quand on fait une extraction dentaire, qui est une esquille osseuse qui passe à l'intérieur de l'alvéole et qu'on oublie de cureter, elle va se décomposer et elle va donc constituer un foyer infectieux local qui va infecter les parois alvéolaires. On incrimine aussi l'utilisation des vasoconstricteurs, notamment lorsque les substances anesthésiques sont hyper concentrées en adrénaline. Donc il y a une vasoconstriction qui va limiter le saignement. Certes, ça nous rend service en péropératoire, mais si le caillot sanguin n'est pas formé du tout, on sait tous que le caillot sanguin est le maître d'œuvre de la cicatrisation. Ça veut dire que les parois alvéolaires vont rester exposées, elles vont être infectées à partir de la cavité buccale, puisqu'on sait que nous, chirurgiens buccaux, on travaille dans une cavité buccale qui est très fortement septique. Il y a aussi l'effet de l'utilisation de l'H2O2, de l'eau oxygénée. C'est vrai que ça fait une hémostase satisfaisante, mais si la vasoconstriction est très importante, si l'alvéole est vidé de son caillot, il va être donc agressé par les germes de la cavité buccale. Il y a une étude récente qui a incriminé, qui a plutôt prouvé le lien entre la prise d'oestrogène chez les femmes et l'incidence des alvéolites post-extractionnelles. Que faire alors devant ces pathologies? L'objectif du traitement d'une alvéolite est donc d'obtenir un caillot alvéolaire de qualité, parce que qu'il s'agisse d'une alvéolite sèche ou d'une alvéolite granulomateuse, dans les deux cas, il y a un mauvais ou pas du tout de caillot. Donc le traitement doit avoir pour objectif de recréer un nouveau caillot qui est le maître d'œuvre de la cicatrisation. Ce caillot va d'abord jouer le rôle de bouchon hémostatique parce qu'il va nous permettre d'obtenir une hémostase péropératoire, mais il va dans un second temps mettre en route les processus de la cicatrisation, notamment par l'appel des fibroblastes. Alors autrefois, voilà comment on traitait les alvéolites. On procédait à un curetage de la cavité et on mettait à l'intérieur de l'alvéole une boulette de coton imbibé de génol, vu ses propriétés antalgiques. Mais on sait aussi que le génol présente une propriété, ou plutôt un inconvénient, parce qu'il peut provoquer une brûlure des parois alvéolaires. Qui dit brûlure, donc va dire une diminution de la vascularisation qui est déjà amoindrie. La preuve, c'est qu'il y a une installation d'une alvéolite. Il y a aussi le fait de mettre un coton dans l'alvéole va provoquer une macération, il va entraver la formation du caillot, il va donc compliquer l'évolution de l'alvéolite, même si la douleur diminue par l'effet de l'eugénol. Le traitement doit faire appel donc à un curetage, une protection de l'alvéole. Si l'alvéolite est maltraitée, elle va inéluctablement évoluer vers une ostéite centrale par l'atteinte de la trame médulaire. Voici ici un patient qu'on a eu dans le service qui a présenté une ostéite centrale. Ici on voit radiologiquement l'aspect des séquestres. C'est une ostéite qui a fait suite à une extraction dentaire qui s'est compliquée d'alvéolite et qui a été traitée par une série de mèches de coton imbibées de génol. Nous avons donc recouru
dans un deuxième temps à une séquestrectomie, un curetage, une antibiothérapie qui nous a permis d'obtenir la guérison. Les dégâts osseux sont parfois plus importants puisque regardez ici, ce malade a perdu presque toute cette baguette basilaire, cette baguette osseuse, sans compter les préjudices esthétiques qui peuvent survenir par la suite. Il est donc clair que la prévention reste le meilleur moyen de traitement. Il faut traiter ces pathologies à leur début par un bon diagnostic et surtout une bonne prise en charge. Notre spécialité, l'odontologie en général et l'odontostomatologie en particulier, a bénéficié, comme de toutes les autres spécialités de la médecine, des progrès de la recherche scientifique. Mais sur le plan clinique, la réalité est que nous recevons encore des patients qui arrivent dans le service avec des pathologies infectieuses traînantes, malgré l'ère de l'antibiothérapie et malgré aussi les progrès atteints en microbiologie. Ces pathologies sont encore des pathologies morbides. Elles peuvent provoquer aussi une mortalité non importante, puisque il y a des malades qui décèdent encore jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à cette année, puisqu'on a enregistré des malades qui sont décédés à la suite de cellulite d'origine bucco-dentaire. Or, comme nous venons de le voir, ces pathologies peuvent être prévenues par le simple traitement d'une carie dentaire débutante avant qu'elle n'entraîne ces pathologies dans le pronostic ô combien redoutable. Il y a donc un déficit de prise en charge, mais aussi de prévention. Pourtant, ces pathologies sont de diagnostic et de prise en charge facile. Il est clair qu'il est temps de bannir les idées reçues et surtout rompre avec les vieux tabous, tels que par exemple les ordonnances classiques, le traitement étiologique différé, les mèches de coton dans des alvéoles, parce que ces façons de faire sont dangereuses et elles peuvent provoquer des complications qui sont irréversibles.